Bonjour à tous. Notre témoignage aujourd'hui, c'est un cri d'alarme, celui d'un médecin français revenant de 2 mois en Syrie et y retournant à la fin de la semaine. Docteur François Deroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien médecin du SAMU, donc formé aux urgences les plus graves. Vous êtes parti en Syrie pour soutenir une association, SOS Enfants Syrie. C'est la première fois que vous vous y rendiez. Et vous venez témoigner en fait de l'horreur que vous avez vue. Bien sûr, j'ai vu la guerre, j'ai vu des enfants mourir dans mes bras, j'ai vu des séquelles de torture, j'ai vu des enfants à qui on a arraché des ongles, qu'on a électrocutés, j'ai vu des enfants affamés, j'ai vu des enfants battus à mort, des hématomes partout, j'ai vu la douleur, j'ai vu la peur, et j'ai moi-même j'ai eu peur. Alors au début de votre mission, qui a duré 2 mois, vous étiez en Jordanie, puis vous avez décidé d'entrer en Syrie un jour bien précis. Un jour, nous étions à la frontière jordanienne, en attendant des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens ne peuvent pas arriver que la nuit pour éviter les tirs des soldats basés dans les Miradors. Et un soir, vers 23 heures, il y avait un groupe qui était annoncé et qui était précédé par une petite fille de 9-10 ans qui avait le visage ensanglanté, du sang noirâtre depuis une plaie ancienne probablement, et qui s'approchait, qui était la première. Et naturellement, je me suis approché d'elle pour voir ce qu'elle avait. Et elle m'a dit « Non, non, occupez-vous de mon père qui est derrière ». Mais son père n'était pas dans le voyage, il était mort par hémorragie, il était laissé sur le chemin. Et elle ne le savait pas. Et elle ne le savait pas. Et donc à ce moment-là, vous avez J'ai décidé d'aller au plus près des blessés pour pouvoir... je disais que si j'étais en Syrie, j'aurais pu peut-être sauver cet homme. Et par conséquent, effectivement, quand je suis entré en Syrie, c'était plus facile pour stabiliser les blessés, pour les cadrer et puis ensuite les envoyer ensuite pour les opérer. Alors vous nous avez apporté des photos d'enfants que vous avez soignés. Nous allons les montrer. On a choisi de ne pas vous montrer les plus insupportables, les plus insoutenables. Des enfants, vous en avez vu beaucoup. Ils présentaient 3 types de blessures. Le premier type de blessure, ce sont les bombes. Les bombes entraînent 2 types de blessures. Les bombes qui détruisent des maisons, donc des blessures par écrasement. Et là, vous avez des fractures multiples, des fractures complexes, des fractures ouvertes, souvent malheureusement qui s'infectent et qui gangrènent et qui finissent par une amputation. Et ensuite, vous avez des bombes, des éclats de bombes. Les éclats de bombes, c'est très difficile depuis l'utilisation des bombes à sous-munitions. Ce sont des fragments de bombes qui viennent se loger au niveau du corps. Alors vous avez quelquefois jusqu'à une vingtaine dans le corps. C'est très difficile, c'est dans une cavité au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau d'une artère. Ça peut effectivement mettre en danger la vie. Et là, il faut agir très vite. Deuxième type de blessure, les balles, et certaines que vous n'arrivez pas à extraire. Bien sûr, nous avions 2 types de balles. Il y a les balles qui traversent le corps de part en part, alors qui entraînent au passage des hémorragies extrêmement sévères. Même chose, des infections quand ces blessures ne sont pas traitées. Et ensuite, vous avez des balles qui viennent qui se loger au niveau de l'organisme, au niveau des viscères ou au niveau de la colonne vertébrale. Et ça entraîne des cas de paraplégie, des cas de tétraplégie. Nous avons recensé 137 cas de paraplégie dans la ville de Ramsa. Et actuellement, nous avons un médecin rééducateur qui les suivent. Il y a des balles, donc des balles volontairement tirées sur les enfants. Alors, les balles, quand vous avez une balle qui touche le cœur, qui touche la colonne vertébrale, c'est forcément une balle volontaire. C'est pas une rafale avec une balle perdue. C'est une balle qui a touché un enfant, et souvent les enfants sont touchés, c'est forcément une balle volontaire. Troisième type de blessure, des séquelles de torture. Alors voilà, ce sont les séquelles les plus dures. On torture des enfants. Alors on torture les enfants, vous avez des séquelles. J'ai vu moi-même des enfants à qui on a arraché les ongles. On m'a parlé d'une classe entière, donc des ongles qui ont été arrachés. Mais pourquoi on torture des enfants ? Alors, on torture des enfants parce que c'est une proie facile, ce sont les premières victimes, c'est pour faire des pressions sur les parents, pour faire exercer un chantage, pour qu'ils reviennent. C'est les parents qu'on cherche ? Ce sont des parents qu'on cherche et on prend les enfants en otage. Les blessés, vous disiez, c'est l'armée de Bachar el-Assad ? Alors,
tous les témoins concordent à dire que c'est l'armée de Bachar al-Assad aujourd'hui qui est en train de tirer sur son propre peuple. Vous avez aussi constaté de sévères troubles respiratoires. Alors, nous avons eu un cas d'un blessé, et les médecins s'accordent à dire là-bas qu'il s'agit d'un gaz chimique. Les médecins ont parlé du gaz sarin. Ce gaz, il est indolore, il est incolore. Tout le groupe est mort, il y avait 17 personnes, il restait 3 survivants, et lui, il est un de ces 3 survivants. Vous avez vu la terreur régner, les maisons brûlées avec des gens enfermés à l'intérieur, attachés à l'intérieur des maisons. Le papa, en général, il est sur une chaise, il est enchaîné. L'armée sème une poudre blanche. Tout le monde parle de cette poudre blanche. On ne sait pas ce que c'est. Ils renferment la maison par la suite et puis ils mettent le feu. Et vous avez, pendant mon séjour à Tafas, 5 personnes ont été brûlées vivants dans leur maison. Vous dites aussi que tous les hôpitaux ont été brûlés. Alors, les hôpitaux, c'est un cible privilégié du régime. Alors, soit l'hôpital il est réquisitionné par l'armée, soit il est bombardé ou brûlé. Mais les hôpitaux brûlés, vous les avez vus. Pourquoi on brûle des hôpitaux ? Alors, je pense que c'est un message qui est destiné aux rebelles, leur dire là où vous êtes, on vous trouvera de toute façon. Aux personnes qui résistent à Bachar al-Assad, c'est leur dire si vous résistez, voilà, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Leur dire grosso modo, si vous résistez, on vous aura in fine. Et les médecins aussi, qui sont répertoriés, sont tués. Pour l'armée, soigner les civils, c'est devenir traître pour le régime. Donc les médecins sont des cibles. D'ailleurs, la majorité des médecins ont été soit tués, soit exécutés, soit ils ont fui la Syrie. D'ailleurs, aujourd'hui, en Jordanie, au Liban et en Turquie, il y a énormément de médecins syriens. J'en ai rencontré en Jordanie plein. Vous êtes médecin, donc vous étiez une cible. Vous dites « j'avais la trouille au ventre ». C'est très difficile de travailler sous des bombes, surtout quand vous avez un missile qui, le son va durer pendant 10 secondes. Vous ne savez pas sur qui il va tomber. Donc, effectivement, j'avais peur. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Vous dites on apporte du matériel, mais c'est dérisoire. Il n'y a aucune organisation là-bas en Syrie. On manquait de tout. Ouais. Moi, je suis parti avec très peu de matériel. Je suis parti avec un scope, avec un matériel d'intubation. Je suis parti avec un peu de pansement, mais c'est vite parti. Et c'est pas évident de trouver du matériel là-bas. Il y a bien un camp de l'ONU avec 50 000 réfugiés, mais il est en Jordanie, à 75 km des zones de combat. Vous y êtes allé et les blessés ne peuvent pas arriver jusqu'à ce camp, qui est assez loin des zones de combat. C'est un camp où est installé l'hôpital français. Il y a du matériel, il y a de la radiologie, il y a des automates pour la biologie, mais il n'y a pas de patients. Il n'y a pas de patients, les patients sont à Ramsa et tout simplement, les patients ne peuvent pas arriver à cet hôpital. Et en dehors de ce constat, j'ai pu observer les conditions de vie dans ce camp. J'y ai travaillé pendant quelques temps. C'est un camp qui est extrêmement dur. C'est un camp où il y a la corruption partout. Pour faire n'importe quoi, il faut soit payer, soit donc les droits fondamentaux ne sont pas respectés. C'est un camp de l'ONU. C'est un camp de l'ONU et malgré ça, les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas respectés. Les Syriens, c'est incroyable, mais personne ne dit rien, aucun médecin... Alors je pense que les médecins français sont au courant, mais ils ont peut-être un droit de réserve, mais ils sont au courant de tout cela. Aujourd'hui, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Pendant que j'étais avec le directeur du camp, le directeur de la police du camp, j'ai vu un jeune homme, d'ailleurs, qu'ils ont ramené, qu'ils ont commencé à frapper dans le bureau du directeur, de façon absolument insoutenable. Et pourquoi il le frappait ? Et on m'a dit parce qu'il essayait de s'enfuir. Dans le camp, quand vous rentrez, vous ne pouvez pas vous quitter le camp. Il faut avoir une caution jordanienne pour pouvoir sortir. Sinon, si vous voulez sortir, on vous délivre aux autorités syriennes. Et là, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et là, vous n'avez absolument aucune chance. Et malgré tout, les gens dans le camp vous disent, nous, on est en train de mourir à petit feu. Donc c'est un camp qui est paradoxalement un camp de l'ONU, mais il n'y a aucune loi dans ce camp. Incroyable. Et donc les blessés peuvent évidemment tout au plus arriver au poste frontière, c'est ça, de la Jordanie ? Alors les blessés arrivent au poste frontière, mais en situation irrégulière. Donc il faut qu'ils passent au
à la police. Il faut qu'ils passent dans le poste de police. Et là, ça peut durer quelquefois 8 heures. Donc, si vous avez une blessure, quelquefois même grave, c'est quand même une formalité. Vous avez travaillé à l'hôpital local, l'hôpital qui est à la frontière, et vous avez vu des Syriens gravement blessés qui étaient enchaînés à leur lit. Soit ils sont mis dans une cellule prison, soit ils sont attachés à leur lit par une chaîne. Par contre, ce qui est pathétique, c'est que j'ai pu observer quelqu'un qui était amputé et qui était enchaîné. Vous dites, j'ai vu des horreurs absolues, j'ai vu des enfants mourir devant moi par manque de moyens. C'est terrible, c'est la pire chose qui puisse arriver à un médecin. Voir un enfant mourir devant vous alors que vous n'avez pas de sang, par exemple, que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour extraire la balle, pour faire quelque chose, pour le réanimer. Donc c'est très difficile. Comment vous l'avez vécu, ça ? On le vit comme un échec, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, malgré l'horreur et malgré la peur au ventre, vous décidez de repartir. Bien sûr, je pense que c'est un devoir, le devoir de tout médecin. C'est un devoir éthique, un devoir moral, un devoir déontologique, de porter secours et assistance, de sauver des gens. Parce que là-bas, on sauve des gens, on ne les soigne pas, on les sauve. Ensuite aussi, vous avez des gens qui ont placé énormément d'espoir en vous. Nous avons commencé un travail là-bas, il faut le finaliser, il faut l'accomplir. Donc il faut retourner, nous y arriverons. Alors pour aider l'association que vous soutenez, un site sosenfantssyrie.org et un numéro de téléphone, le 01 47 45 00 00. Rappelons que selon l'ONU, il y a eu plus de 60 000 morts depuis le début du conflit en Syrie. C'était il y a 22 mois, le début du conflit, ce qui correspond à plus de 100 morts chaque jour. Merci, docteur Deroche. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain.